Bienvenue à ce nouveau cours sur la dynamique du point matériel. Pour résoudre un problème de dynamique, il faut absolument connaître les différentes forces qui peuvent intervenir. Je vous rappelle que connaître une force, c'est connaître son module, sa direction, son sens et son point d'application. Dans ce qui suit, nous nous intéresserons à deux forces importantes en mécanique qui sont la force gravitationnelle et le poids. Commençons par la force gravitationnelle. En première approximation, la Lune décrit un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. D'autre part, nous avons vu en cinématique que dans ce type de mouvement, l'accélération est normale. La deuxième loi de Newton, F égale ma, nous dit que pour que ce mouvement circulaire uniforme ait lieu, il faut exercer une force centripète dirigée vers le centre de la circonférence, donc vers la Terre. Newton en conclut que la Terre exerce une force d'attraction sur la Lune, et réciproquement, en vertu de la loi de l'action et de la réaction. Cette constatation l'a conduit à énoncer la loi de la gravitation universelle. Dans son livre Principes mathématiques de la philosophie naturelle, il dit « La Lune gravite vers la Terre, et par la force de gravité, elle est continuellement retirée du mouvement rectiligne et retenue dans son orbite. La force qui retient la Lune dans son orbite tend vers la Terre et en raison réciproque du carré de la distance des lieux de la Lune au centre de la Terre. La gravité appartient à tous les corps et elle est proportionnelle à la quantité de matière que chaque corps contient. Ce qui se traduit aujourd'hui par tous les corps de l'univers s'attirent selon une force qui est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc, il existe entre deux objets de masse m1 et m2, séparés par une distance r1,2, une force d'attraction dont le module est donné par la formule suivante, où G est la constante de gravitation universelle qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. L'expression vectorielle de la force de gravitation, Fn2, qui exprime l'attraction à distance exercée par une masse m1 sur une masse m2, s'écrit alors sous cette forme, où un2 est un vecteur unitaire orienté de m1 vers m2. Cette expression traduit en même temps la direction, la droite qui passe par les centres des deux masses, le sens, opposé au vecteur unitaire un2, puisqu'il s'agit d'une attraction des deux corps, la grandeur du vecteur force et le point d'application, le centre de masse puisque R12 désigne la distance entre les centres des deux masses. Il est important de remarquer que cette formulation de la loi de la gravitation ne s'applique qu'à des masses ponctuelles. Cependant, on démontre qu'une sphère homogène de masse m et de rayon r équivaut à un point matériel se trouvant au centre de la sphère et dont la masse est égale à m. Ceci est notamment le cas pour la plupart des corps célestes. La gravitation est une force qui exerce une attraction entre tous les objets qui possèdent une masse et gouverne ainsi tout notre univers. Cette force dépend des masses. Plus les masses sont grandes, plus forte est la force gravitationnelle. Elle dépend aussi de la distance qui sépare les masses. Donc, plus la distance est grande, plus faible est la force gravitationnelle. Cependant, on constate que vu la valeur de la constante de gravitation pour des objets de masse, par exemple d'environ 80 kg, et une distance de l'ordre du mètre, cette force d'attraction est très faible. Elle est de l'ordre de 4 fois 10 puissance moins 7 newtons. Elle est donc insignifiante. Habituellement, ce n'est que les astres, comme la Terre, qui appliquent une force gravitationnelle suffisamment importante sur les objets pour être prise en considération. Si on considère la Terre et la Lune par exemple, on trouvera une valeur de 1,9 fois 10 puissance 20 newtons. Cette énorme force d'attraction gravitationnelle appliquée à la Lune a l'effet d'une force centripète
tel que nous pouvons en déduire la vitesse de rotation de la Lune autour de la Terre. Un calcul simple nous montre qu'elle est de l'ordre du kilomètre par seconde. Si l'on divise la circonférence de l'orbite lunaire par sa vitesse, nous aurons le temps que la Lune met pour faire un tour complet sur son orbite, donc autour de la Terre, soit environ 29 jours. Nous savons tous qu'il y a une nouvelle Lune à tous les mois. C'est une réalité qui est confirmée par la loi de la gravitation universelle de Newton. En utilisant ces mêmes données, on peut déterminer la force avec laquelle la Terre attire un corps de masse 1 kg qui se trouve à sa surface. De la même façon, on peut déterminer la force avec laquelle la Lune attire ce même corps lorsqu'il se trouve à la surface de la Lune. On voit que le rapport est de l'ordre de 6. En physique, un champ représente une zone d'influence dans l'espace susceptible d'appliquer une force à distance sur un objet. Puisque la force gravitationnelle est justement une force à distance, on peut définir un champ associé à la force gravitationnelle. Tout objet ayant une masse m produit un champ gravitationnel autour de lui, car l'objet doit interagir gravitationnellement à distance avec des objets de masse petit m autour de lui. Le champ gravitationnel, le vecteur G associé à une masse grand M, est radial, orienté vers la masse, et diminue en fonction du carré de la distance r. Mathématiquement, on utilise un vecteur pour représenter le module et l'orientation du champ gravitationnel en un point de l'espace. Voici l'équation permettant d'évaluer le module du champ gravitationnel G produit par une masse m à un endroit de l'espace situé à une distance r d'une masse grand M, de la masse grand M. Cette équation s'applique uniquement pour les objets sphériques de masse volumique uniforme. En particulier, en posant petit r égale rayon de la Terre plus h, on a la valeur du champ gravitationnel à une altitude h. La courbe de l'intensité du champ gravitationnel en fonction de r, qui est la distance du point considéré par rapport au centre de la Terre, est de la forme indiquée ici. On voit que même très loin de la Terre, sa force gravitationnelle n'est jamais nulle, mais elle diminue rapidement et les forces produites par d'autres objets plus proches peuvent alors compenser la force gravitationnelle de la Terre. On a vu que tous les objets s'attirent par gravitation. Cependant, quand deux objets s'attirent, on a tendance à penser que l'objet de masse plus grande applique une force plus grande sur l'autre. Intuitivement, certains d'entre vous diront que la Terre applique une force beaucoup plus importante sur la Lune que la Lune sur la Terre parce qu'elle est plus massive. Évidemment, c'est faux. La force est la même en vertu de la troisième loi de Newton. L'une des applications les plus importantes de la force gravitationnelle est le satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire est un satellite qui se trouve en permanence à la verticale du même lieu sur la Terre. Le satellite paraît donc immobile. Des exemples de satellites géostationnaires sont les satellites d'observation, de télécommunication ou de télédiffusion. Pour qu'un satellite soit géostationnaire, il faut que son mouvement se fasse sur une trajectoire circulaire dont le centre est le centre de la Terre. La période du satellite géostationnaire doit coïncider avec celle de la rotation de la Terre sur elle-même, soit une durée de 24 heures. Évidemment, le satellite doit tourner dans le même sens que la Terre. Et enfin, le plan de rotation du satellite doit être perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre et contenir le centre de la Terre, ce qui implique que l'orbite du satellite doit être dans le plan équatorial. Un exemple intéressant de l'utilisation de la seconde loi de Newton, de la loi de la gravitation universelle et du mouvement circulaire uniforme est donné par le calcul de l'altitude nécessaire pour qu'un satellite soit en orbite géostationnaire. On va donc utiliser les équations suivantes. La seconde loi de Newton,
F égale ma. La loi de la gravitation universelle, F égale G grand M, petit m sur r carré. L'accélération d'un objet en mouvement circulaire uniforme, donc A égale V carré sur R. De ces trois lois, on tire la relation suivante, où RT est le rayon de la Terre, H est l'altitude du satellite et V sa vitesse. Avec par définition de la vitesse, pour une trajectoire circulaire, V égale 2pi RT plus H, le tout divisé par la période du mouvement, c'est-à-dire le temps que doit mettre le satellite pour faire un tour complet autour de la Terre. De là, on tire l'expression de l'altitude et sa valeur. On remarque que cette expression est indépendante de la masse, ce qui signifie que tous les satellites géostationnaires se trouvent à cette même altitude au-dessus de l'équateur. Au début du XVIIe siècle, l'astronome allemand Johann Kepler a énoncé trois lois qui décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil. La troisième de ces lois stipule que pour toutes les planètes, le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de la distance au Soleil. La loi de la gravitation universelle de Newton permet de préciser la constante de proportionnalité intervenant dans la troisième loi de Kepler. La force d'attraction d'un objet en orbite est égale à F égale G grand M petit m sur R carré. Sachant que le mouvement est circulaire uniforme, on a F égale mv au carré sur R. Comme la vitesse linéaire v est liée à la période de révolution par la relation suivante, v égale 2πr sur t, Newton en déduit que, effectivement, t carré est proportionnel à r au cube et que la constante de proportionnalité est 4π carré sur gm, où m est la masse de l'objet central, en l'occurrence le Soleil, si l'on applique la loi aux planètes du système solaire. À partir de cette loi, on peut en déduire deux données. La première est qu'on peut connaître la masse de l'objet central uniquement par les données d'un élément en orbite. La deuxième est que la période de révolution d'un objet en orbite ne dépend pas de sa masse, mais uniquement de la masse de l'objet central et de la distance qui l'en sépare. Le tableau suivant nous donne un aperçu sur la constante de proportionnalité de la troisième loi de Kepler. À partir de ces valeurs, on peut déduire les masses des différentes planètes. Passons maintenant à la deuxième force qui est le poids. Lorsqu'un objet ponctuel de masse m se trouve au voisinage de la Terre, il subit une force d'attraction gravitationnelle de la part de chaque molécule qui constitue la Terre, ce qui résulte en une force d'attraction globale qu'on appelle le poids de l'objet ou encore force de pesanteur. Le poids n'est donc que l'expression de la force de gravitation qui s'exerce entre la Terre et le corps considéré placé près de la surface de celle-ci. D'ailleurs, le terme gravité vient du mot latin gravitas qui signifie poids. Ainsi, à l'aide de la loi de la gravitation, on peut écrire cette expression du poids, où G est l'accélération gravitationnelle donnée par cette relation. Par ailleurs, on peut utiliser l'expression suivante de G pour exprimer la variation de l'accélération terrestre en fonction de l'altitude, où h est l'altitude au-dessus de la surface de la Terre. On constate donc que l'accélération gravitationnelle diminue avec l'altitude. Par conséquent, le poids aussi. Le poids possède les propriétés suivantes. La direction, c'est la verticale. Le sens est vers le centre de la Terre, donc toujours vers le bas. Le module est égal à mg. Le point d'application, en fait, chacune des particules que constitue l'objet est attirée par la Terre. Évidemment, pour des raisons pratiques, le point d'application du poids est considéré au centre de masse de l'objet. Maintenant, si la Terre agit sur moi avec une force, ici c'est le poids bien sûr, selon la troisième loi de Newton, moi aussi, j'agis sur la Terre avec une force égale et de sens opposé.
Alors, pourquoi c'est moi qui est attiré par la Terre et je ne vois pas la Terre attirée par moi? La force avec laquelle la Terre m'attire vers elle, c'est-à-dire mon poids, est donnée par P égale mg. Sachant que ma masse est de 80 kg et que l'accélération gravitationnelle est de 9,81 mètres par seconde carré, on peut estimer mon poids à environ 785 newtons. Selon le principe fondamental de la dynamique, quand je suis en chute libre, je subis une accélération de 9,81 mètres par seconde carré. Calculons maintenant l'accélération de la Terre. La force F qui est égale à la masse de la Terre fois l'accélération de la Terre est aussi égale à mon poids en termes d'amplitude, c'est-à-dire 785 newtons. Par conséquent, connaissant la masse de la Terre, on peut déduire qu'elle subit une accélération de 1,65 fois 10 puissance moins 22 mètres par seconde carré, donc quasiment nul. Attention, il ne faut pas confondre masse et poids comme cela se fait malheureusement dans le langage courant. Si on demande par exemple à quelqu'un son poids, il répondra en donnant la valeur en kilogrammes. Or, on sait que c'est la masse qui désigne la quantité de matière et s'exprime en kilogrammes, tandis que le poids est une force et s'exprime en newton. La masse est une caractéristique de l'objet indépendant de l'endroit où il se trouve, alors que le poids dépend de la masse, mais il dépend aussi de l'accélération gravitationnelle du lieu où se trouve l'objet. La valeur de G sous une latitude de 50 degrés est de 9,81 mètres par seconde carré, qui est souvent arrondi à 10. La masse est une quantité intrinsèque, donc invariable, si l'objet n'est pas modifié. Par contre, si la valeur de l'accélération gravitationnelle varie, le poids suit cette variation. Le poids d'un objet est 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre, parce que l'accélération gravitationnelle sur la Lune est environ 6 fois plus petite que l'accélération gravitationnelle terrestre, et il est pratiquement nul dans l'espace, loin de l'influence de toute planète. Il est à noter que le poids est toujours à prendre en compte pour toute évolution qui se déroule sur Terre. Quelquefois le poids sera négligeable devant une autre force, mais il faudra de toute façon le prendre en compte avant de le négliger. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain cours.